Bonjour à tous, merci d'être venus. Une nouvelle conférence, une conférence par mois, donc on tiendrait une. Cette année, on a à chaque fois un événement. Je suis content de ça. On a réussi à avoir un planning avec des gens de qualité et à nouveau une personne de qualité qui est présente aujourd'hui, Monsieur Gantois. Dans le mail que j'ai fait parvenir à ceux qui sont inscrits, vous avez pu notamment voir, si vous ne le connaissiez pas, une de ses interventions à TV Liberté. Il en a fait plusieurs. Avec ce qu'il va nous présenter, on va se plonger dans un phénomène qu'on constate tous, en tout cas dans le monde occidental. On a des tendances politiques globales, économiques globales à favoriser le libre-échange sans frontières, le libre-échange économique, le libre-échange aussi, la libre circulation des personnes, ce qui fait qu'on appartienne à un milieu plutôt touché par les questions identitaires, puis touché par les questions économiques, soucieux de l'indépendance par exemple de son pays, on se pose un certain nombre de questions. Et pour M. Gantois, ce processus, ce n'est pas un phénomène qui provient d'une conjonction de planètes, il considère qu'il y a une volonté derrière. Et le but de cette conférence, c'est essayer de nous démontrer, j'imagine, parcourir l'historique de ça, nous allons faire un point sur là où on en est, et peut-être ouvrir, si vous ne faites pas la conférence, vous le ferez par la suite, une perspective plus réjouissante, parce qu'on a besoin aussi de se réjouir, en tout cas de... Je finis toujours sur quelque chose d'optimiste. C'est ça, Bon, quand même, pour voir un peu qui je suis, donc, comme vous le savez, j'ai fait ce qu'on appelle couramment les grandes écoles. J'ai travaillé pendant 42 ans sous statut RATP, mais à Paris, j'y ai passé que 8 ans, parce que tout le reste du temps, j'ai roulé ma bosse à faire de l'exportation de systèmes de transport divers et variés, et éventuellement, comme au Chili, à construire des métros. Bref, tout ça, ça m'a permis de rouler un peu ma bosse et de voir ce qui se passait à droite et à gauche, jusqu'à ce qu'on tombe sur cette idée de mondialisme. Et là, je reprends tout de suite ce qu'a dit Régis, parce qu'il y a une très grande différence entre la mondialisation, dont je suis un des agents, et le mondialisme, dont je suis un ennemi définitif. La mondialisation est un phénomène contre lequel on ne peut pas grand-chose. À partir du moment où on a inventé en Grèce les bateaux à voile, la mondialisation était en marche, parce que la mondialisation, c'est l'échange commercial qui lie les gens, quasiment par obligation, en fonction des techniques disponibles. Donc la mondialisation a commencé au niveau de l'Antiquité par les bateaux à voile. Quand on a inventé la machine à vapeur, elle s'est continuée par les chemins de fer, elle s'est continuée par les bateaux à vapeur, puis maintenant ce sont les avions, en attendant mieux. Tandis que le mondialisme, ça n'a rien à voir avec ça. Le mondialisme est une idée politique ayant un objectif. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez quelque chose de pratique, de technique et de quasiment inévitable, parce que jamais rien n'a résisté à une invention technique. Bon, quand on a inventé les avions, ça, on a fait du business avec les avions. Voilà. Tandis qu'une idée politique, c'est quelqu'un qui l'invente, qui la définit, et qui met en œuvre ce qu'il faut pour arriver au bout. Alors, parmi les quelques-uns qui ont inventé et qui ont fait la promotion du mondialisme, il y a eu un Rockefeller, pas celui qui est mort il y a 4 ou 5 ans, son père, qui a déclaré en 1952 que le monde devait être dirigé par des gens compétents dans le domaine financier et dans le domaine technique, sous l'égide d'un gouvernement unique, 1952. Et je vous rappelle quand même que Diogène, du temps du 8e siècle avant Jésus-Christ, disait « Je suis un citoyen du monde ». Et qu'il y a toujours eu des gens pour expliquer que l'homme étant ce qu'il est, le monde devait être uni. Plus ou moins fort. Et après M. Rockefeller, en 1989, un fabricant de granit de Géorgie, vous savez la Géorgie le plus nordique des États confédérés, a vu arriver un monsieur qui s'est présenté comme étant R.C. Creuss, je ne connais pas son vrai nom, qui lui a commandé un monument qui s'appelle les Georgia Guidestones. Est-ce que vous connaissez les Georgia Guidestones? Bon, alors je vais y venir un peu. Ce sont 4 plaques de granit, donc 8 phases de granit, qui portent un certain nombre de commandements dans 8 langues différentes. Alors,
Je pense que celui qui a financé ça, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus, est un des grands personnages d'Hollywood. Mais enfin, voilà les commandements des Georgia Guidestones. 1989, enfin le monument a été inauguré en 1989. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. On croirait l'AUS de Rockefeller de 1952. Guidez judicieusement la reproduction afin d'améliorer adaptabilité et diversité, si ce n'est pas du transhumanisme. Unissez l'humanité grâce à une nouvelle langue mondiale. Ça, avec l'anglais, on ne peut pas dire que c'est pas en cours. Traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les choses avec modération. Donc il faut tuer la religion. Protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Là, il a dû avoir une faiblesse, le gars qui a fait les 10 commandements, parce que c'est une évidence. Laissez toutes les nations gouverner leurs affaires intérieures et régler les conflits extérieurs devant un tribunal mondial. Monsieur le secrétaire général de l'ONU, quand il dit ça, il doit être content. Éviter les lois mesquines et les fonctionnaires inutiles, deuxième crise de banalité. Équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. Faites primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini. Alors, vous remarquez que dans un commandement antérieur, on tue la religion, mais on demande l'harmonie avec l'infini. Donc, c'est la gnose, version courte de la Kabbale. Ne soyez pas un cancer pour la Terre, laissez de la place à la nature. Laissez de la place à la nature, répétez une deuxième fois. Donc, ça c'est l'écologie, et vous avez tout de suite compris que l'écologie, tout le monde s'en fout, c'est simplement un instrument du mondialisme. Alors, ces Georgia Guidestones ont donc été rédigés en 1989, et alors bizarrement, il y a 2 ou 3 ans, quelqu'un qui n'est pas plus identifié que celui qui les avait fondés est venu pour les dynamiter. Et elles ont été détruites, je vous dis, il y a 2 ou 3 ans. Pourquoi? Si vous allez sur Internet, regardez, j'insiste beaucoup parce que ça me paraît extrêmement important. Si vous allez sur Internet, regardez le site, enfin des sites où on parle des Georgia Guidestones. Si vous regardez l'endroit où elles étaient situées, en Géorgie, c'est plus désert qu'un coin perdu de la Normandie centrale. C'est-à-dire, il n'y a personne. Donc ce bâtiment, pour être mis dans cet endroit totalement isolé, manifestement a été conçu pour ne pas être médiatisé. Mais ça s'est su, et puis 89, date d'inauguration, 2020, date de 20 ou 21, date de démolition, ça fait quand même une certaine période, ça finit par se savoir, et ce monument qui était un symbole fait pour rester discret et quasiment inconnu, est devenu un symbole de quelque chose dont on ne voulait pas qu'il ait trop de diffusion. Et on l'a foutu en l'air, ce qui a dû coûter fort cher. Alors, c'est quoi le mondialisme? Le mondialisme, il a été défini par Rockefeller, par un autre milliardaire dont le nom m'échappe, qui a dit la lutte des classes de M. Marx était exacte, mais c'est nous qui l'avons gagné. C'est le patron des chemins de fer, enfin c'est le gars qui a fait sa fortune dans les chemins de fer américains. Et donc en gros le but du mondialisme, c'est donc 500 millions d'habitants, ça c'est écrit partout sur les Guidestones, dans les discours de Rockefeller et tout, donc on est quand même 8 milliards, hein. Bon, ça veut dire qu'il faut quand même faire des efforts pour y arriver. Et dirigé par, grosso modo, 500 000 dirigeants. En gros, le schéma objectif du mondialisme, c'est 500 000 dirigeants, grosso modo 1,5 million de journalistes pour manipuler les autres, et 3 millions de soldats au cas où, sur une population totale de 500 millions d'habitants sur la planète. Alors évidemment, un message comme ça, c'est pas facile à faire passer, hein. Il faut être monsieur Rockefeller pour avoir les tripes pour raconter ça en 1952, et il faut être le monsieur, dont le nom me revient, je pense que c'est Ted Turner qui a financé les Georgia Guidestones. Donc il faut être Ted Turner pour l'écrire sur du granit, et le faire détruire après. Alors, tout ça n'est pas facile ni à dire ni à faire, mais comme on dit, quand on a une idée de genre, on a le temps d'y passer. Et alors, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire avant d'y arriver. La première, c'est tuer tout autre spirituel, et notamment le spirituel catholique.
Alors pourquoi il faut essentiellement tuer le spirituel catholique? Parce que Jésus-Christ a dit à ses apôtres, allez évangéliser les nations. Il n'a pas dit à ses apôtres, allez évangéliser la planète. Ou le monde. Alors évidemment, par ailleurs, bon, toute personne qui connaît un peu la Genèse et quelques poils de la Bible voit qu'immédiatement qu'il y a une opposition absolument majeure entre la religion catholique et le mondialisme, et le premier acte de cette liquidation du catholicisme, c'est évidemment la Révolution française, où on a passé tout ce qui était plus ou moins représentant de l'Église par la guillotine. Et le dernier acte, c'est la mise en place à Rome d'un pape qui est un excellent représentant du mondialisme. Donc, et ça n'a pas beaucoup arrêté. Maintenant, on ne manque pas, ça n'est pas bien difficile de trouver des ecclésiastiques qui vous expliquent que le monde unifié, ça serait très bien. Alors, comme on a tué le bon Dieu, il fallait le remplacer par quelque chose. Parce que le monde, la nature, a horreur du vide. Alors on l'a remplacé par quoi? Par l'argent. Alors, le remplacement du bon Dieu par l'argent, ça a commencé par la Révolution, donc le vol des biens de l'Église et des immigrés, mais il faut savoir que les financements de la Révolution sont venus des banques anglaises, hein, quand même. Et les banques anglaises, elles-mêmes manipulées par les protestants, Calvin, enfin bref, ça nous ferait aller un peu loin. Donc on remplace le bon Dieu par l'argent, et on fait croire au peuple qu'il est souverain, sauf que, attention, souveraineté, il ne faut quand même pas exagérer. Parce qu'au début, le suffrage était censitaire, hein, donc on avait le droit de voter si on était riche. Enfin, au fur et à mesure des décennies, il fallait être de moins en moins riche pour avoir le droit de voter. Mais enfin, par rapport au suffrage universel, c'était une vaste plaisanterie. Et quand le suffrage est presque devenu universel, scrogneux, qu'est-ce qu'on a eu comme bonne idée? Donner la presse à la publicité. Donc, ce qu'on ne pouvait plus dire, d'une certaine manière, on l'a dit par la publicité dans la presse. En gros, l'industrie et les financiers ont acheté la presse. Alors maintenant, à l'époque, ça ne se voyait pas beaucoup en 1860. Mais aujourd'hui, ça saute aux yeux, si je peux dire. Donc les financiers ont acheté la presse et ils passent leur message à la gloire de l'argent à travers la presse. Donc, exit le catholicisme. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, bon, il peut y avoir aussi d'autres alternatives. Alors, la deuxième grande manœuvre, c'est la trouille. Il faut faire peur aux gens. Parce que quand les gens ont peur, ils sont prêts à digérer n'importe quoi. Et notamment le mondialisme. Alors, comme on a tué la religion, la mort devient une abomination, parce que du temps de la religion, quelle que soit la religion, bon, la mort c'était une porte, on passait la porte, et puis après il y avait autre chose. Maintenant, il n'y a plus d'autre chose, puisqu'il n'y a plus de religion. Alors la mort devient terrifiante, et pour que la mort soit vraiment terrifiante, on a eu droit à trois guerres, une petite au début, en 70, pour s'échauffer, si j'ose dire, et puis après, 2 guerres mondiales qui ont bien montré que la mort, c'était pas bien, c'était grave. Donc on a commencé à foutre la trouille aux populations avec ça, et évidemment, l'apothéose, ça a été le démarrage de la bombe nucléaire, Hiroshima, Nagasaki, et la guerre froide qui a permis de foutre la trouille à toutes les populations de l'Est et de l'Ouest pendant 50 ans. Bon, alors voilà-t-il pas que la guerre froide, ça ne marche plus, le mur s'effondre, il faut trouver autre chose. Alors, le but étant toujours de réduire la population, l'idée générale. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Évidemment, on ne peut pas faire une guerre nucléaire. Évidemment, ça serait bien une guerre nucléaire, ça nettoierait d'un seul coup 80% de la population, ça serait pratique, mais il y aurait des retombées, et puis ça ferait des ordres. Donc, il faut trouver autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Et puisque la bombe, la guerre nucléaire n'est pas possible, on va prendre des moyens discrets, qui ne se voient pas trop, et qui sont quand même efficaces. La première chose, c'est qu'on va supprimer la classe moyenne. Comme ça, il n'y aura pas trop de gens pour réfléchir, il y aura ceux qui sont au-dessus de la classe moyenne qui seront les patrons,
Et puis en dessous, il y aura les esclaves, toujours la même séparation, hein, une petite caste qui dirige et puis 500 millions d'esclaves. Donc il faut tuer la classe moyenne. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est en 1900, je ne sais plus de quelle date il est, 75, la trilatérale. Vous savez, la trilatérale, c'était cette espèce de zinzin qui a été inventé par l'ONU et par les Rockefeller, qui relie les penseurs de l'Amérique du Nord, de l'Europe et du Japon. Donc la trilatérale a pondu un rapport qui s'appelle la crise de la démocratie, comme par hasard. Rapport écrit par 3 personnes, dont un Français, M. Crozier, un Américain, Huntington, celui qui a pondu 30 ans après la guerre des civilisations, et un Japonais, Watanuki, que personne ne connaît. Alors je traduis, parce que évidemment ce truc est introuvable en français. Hein. Alors je vais vous traduire 4 lignes qui expliquent pourquoi depuis 75, hein, 75 ça fait quand même pas loin de 50 ans. Voilà, le succès des structures d'autorité existantes dans le fait d'incorporer de grands éléments de la population dans la classe moyenne, paradoxalement, renforce précisément ces groupes qui sont disposés à concurrencer les structures d'autorité existantes. Ça veut dire que, au fur et à mesure où on développe le niveau culturel, le niveau économique de la population et où on transforme les gens du bas en gens du milieu, on crée une concurrence aux gens qui dirigent. Ça veut dire en clair qu'il faut liquider la classe moyenne. 1975. Bon, vous voyez que M. Macron, quand il fait ce qu'il faut pour nettoyer la classe moyenne, ne fait que continuer quelque chose qu'il n'a pas inventé tout seul. Pour compléter l'anéantissement de la classe moyenne, il faut anéantir l'enseignement. Alors je pense que parmi vous, il y a un certain nombre d'enseignants. Mes parents étaient enseignants, et à leur âme, et l'assassinat de l'enseignement a commencé il y a fort longtemps, donc dans les années 70, par la diffusion de la méthode globale. Alors, où est-ce que je l'ai mise, ma méthode globale? Voilà. C'est une question au gouvernement de 97. Après, je vous donnerai une anecdote. Monsieur José Ballarello attire l'attention de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, blablabla, sur le fait que les travaux du professeur Roger Wolcott-Sperry, prix Nobel de médecine et de physiologie, et du docteur Weinstein-Badour apportent la preuve que la méthode de lecture actuellement utilisée dans 99% des classes de cours préparatoires, dite méthode globale, fait que le cerveau de l'enfant s'opère de la même façon selon que l'enfance est en présence d'un mot ou d'une photo. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que j'en ai quelques autres à vous raconter, mais ça explique que ça déstructure complètement le cerveau des enfants. En d'autres termes, la méthode globale est une méthode puisqu'elle est basée sur la vision et non pas sur la compréhension, qui développe exagérément le cerveau droit, qui est le cerveau du sentiment, au détriment du cerveau gauche, qui est le cerveau du raisonnement. Et c'est pour ça que, et alors évidemment, cette méthode globale qui sévit depuis 50 ans est reprise par tous les médias, notamment la télévision, qui font du larmoiement du matin au soir et du soir au matin. Quand ma mère, qui était enseignante, a vu arriver la méthode globale 20 ans avant de partir en retraite, elle a catégoriquement refusé d'appliquer la méthode globale. Elle s'est fait mal voir par tous les inspecteurs, donc elle n'a jamais eu d'avancement. Mais quand elle est morte, peu de temps avant de mourir, quand je l'ai vue, c'est une des dernières choses qu'elle m'a dites. Elle m'a dit « Je ne regrette rien, je ne les ai pas tués. » Vous comprenez? Voilà. Donc, la méthode globale. Alors, pour réduire la population, il y a un monsieur qui s'appelle Berelson, qui était le patron du planning familial de New York dans les années 60. Et c'est ce monsieur qui a eu l'idée de monter le cycle des conférences internationales de l'ONU sur la santé reproductive.
En d'autres termes, sur l'avortement, la pilule et tout le reste. Il avait un adjoint, qui s'appelait... comment il s'appelait déjà? Jaffé, qui a pondu un tableau, 1968. Tapez tableau de Jaffé. Ah oui, non, si vous tapez tableau de Jaffé, vous ne trouvez pas directement sur Internet parce qu'il y a un peintre qui s'appelle Jaffé. Alors il y a 3 pages de peintre Jaffé, puis après il y a le vrai Jaffé qui a fait le tableau. Voilà. Et 68. Hein. Alors c'est marqué en 68, impact alors mesures proposées pour réduire la fertilité par leur universalité ou leur sélectivité d'impact. Impact universel, par exemple, 68, hein, encourager un développement de l'homosexualité. C'est écrit, hein, pas moi qui l'ai inventé. Hein. Bon. Interdire l'éducation familiale. Alors, une qui n'est pas mauvaise, c'est mettre des agents stérilisants dans les réseaux d'eau, d'adduction d'eau. Et puis il y en a une qui est rigolote, encourager les femmes à travailler. Non, mais bon. Alors, il y en a tout un tas comme ça, mais supprimer par exemple les pensions pour les femmes qui ont plus, les pensions de retraite pour les femmes qui ont plus que X enfants. C'est colonne 2. Politique de logement, décourager au maximum la propriété privée des logements. Voilà. Payer pour encourager l'avortement. Colonne 4. Enfin bref, 68. Hein. Vous remarquerez que tout ça n'est pas totalement indépendant de ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà. Et puis, il faut savoir quand même que dans le monde, en 2018, il y avait 42 millions d'avortements et que sur la période de 1970-2020, il y en a eu à peu près 1,5 milliard, autant qu'on le sache. Et puis alors, le truc qui est vraiment fatal, c'est la médecine, qui n'est plus de la médecine, mais qui est remplacée par l'industrie médicale. Alors, comme c'est la deuxième fois que je fais cette conférence, la première fois où je l'ai faite, c'était il y a 4 ou 5 ans. C'était avant que Big Pharma nous colle le virus. Parce que, moi je ne sais pas pour vous, mais des gens qui ne se sentent pas très bien après s'être fait vacciner, j'en connais quand même quelques-uns. Bon, moi je ne suis pas vacciné, hein. Si vous avez peur du Covid, alors là, heureusement qu'il n'y a personne au premier rang, tranquille. Bon. Non, mais c'est ce que j'ai appelé quand j'ai fait cette première conférence il y a longtemps, le remplacement de la médecine par l'industrie de la maladie. Bon, alors tout ça c'est du social, mais maintenant il faut passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire au pognon. Alors, les futurs patrons du monde unifié étant les banquiers et quelques technocrates, pour reprendre le laïus de M. Rockefeller en 1952, il faut évidemment réduire au maximum la part des salaires et augmenter au maximum la part des produits financiers. Donc, on a inventé un truc que pas grand monde ne connaît bien, mais ça remonte aussi à une trentaine d'années. C'est la titrisation. Alors la titrisation, ça consiste à mélanger dans des produits que votre banque vous propose des valeurs pourries, j'allais employer un autre terme, mais enfin pourri ça reste civilisé quand même, enfin des valeurs pourries et des valeurs convenables. Alors votre banquier il vous dit achetez donc telle valeur, telle obligation, il y a essentiellement de l'EDF ou des valeurs sérieuses, de l'Alstom, enfin maintenant Alstom, puisque on ne fait pas ça. Mais bon, bref, des valeurs sérieuses, mais vous les accolez avec des valeurs pourries. Comme ça, on sait plus ce que ça représente. Et alors, là, toujours il y a une trentaine d'années, il y a une dame, alors là, notez son nom, parce que c'est vraiment, cette dame, ça a été la vérole de la finance mondiale, elle s'appelle Blythe Masters.
BLYTHE, Masters comme master avec un S. Elle a inventé les crédits default swap, c'est-à-dire des produits financiers qui sont appuyés sur d'autres produits financiers d'une manière un peu exponentielle. Enfin, c'est vraiment une abomination. On ne sait pas sur quoi ça repose. Mais il paraît que... Mais alors évidemment, comme le risque est élevé, ça rapporte beaucoup d'argent. Parce que plus le risque est élevé, plus le taux d'intérêt est fort. Donc depuis 30 ans, avec toutes ces conneries, la valeur ajoutée des salaires s'effondre régulièrement depuis 30 ans. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça a baissé d'à peu près 30%. Alors évidemment, il y a des réactions. Alors les réactions, il fut un temps, c'était des grèves. Et plus récemment, ça a été les gilets jaunes. Et maintenant que tout le monde est avachi, il ne se passe plus rien. Mais enfin bon, peut-être qu'aussi il ne se passe plus rien parce que la classe moyenne commence à avoir vraiment souffert du laminage, objet du paragraphe précédent. Donc voilà. La population est donc à peu près mûre puisqu'on commence à lui faire peur sérieusement, on commence à l'appauvrir sérieusement, on commence à la contrôler. Évidemment, du temps où j'ai fait ce papier, il n'y avait pas les moyens de contrôle informatique, mais vous savez qu'avec les lois que prépare l'Europe aujourd'hui, on y va à toute allure. Et donc, on commence à avoir un contexte dans lequel on peut commencer à adresser la population convenablement. Alors, il y a d'autres choses pour les peurs, hein. Donc j'ai parlé des virus, mais enfin, on peut aussi parler de la sécurité routière. Alors la sécurité routière, c'est encore mieux que les virus. Parce que vous tombez sur un virus, c'est pas de votre faute. Mais vous avez un accident de voiture. Ah, si vous aviez roulé moins vite. C'est-à-dire que la sécurité routière, ça vous fout la trouille et en même temps, ça vous culpabilise. Parfait. Parfait. Bon, et puis, il y en a un autre qui est dans le même genre, mais qui a une autre conséquence, c'est que ça coûte plus cher, c'est le réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, n'importe qui sait que 98% de l'énergie qui arrive sur la planète, c'est le soleil, camarade soleil. Mais on nous fait croire que c'est le pot d'échappement des Twingo. D'ailleurs, j'en ai fait un petit bouquin, j'en ai fait une petite fable que si vous tapez mon nom sur internet, vous le trouverez. Ça s'appelle Rat, du nom du soleil, râle. Rat, râle. Alors l'idée de la fable, c'est que le soleil, il se prend une crise de colère, en voyant que tous ces cons d'humains, là, ils croient que c'est eux qui font le climat, alors qu'en fait c'est lui. Alors il va voir les autorités supérieures, il dit je peux faire quelque chose, oui, vas-y, mais pas trop fort quand même. Alors il essaye une fois, ça marche pas, une deuxième fois ça marche pas, il retourne voir le chef en disant bon qu'est-ce que je fais? Bon vas-y, mais toujours pas de liquidation totale. Bon, et puis à la fin, il n'y a plus d'écoles. À la fin de la fable, les écolos ont disparu de la planète. Voilà. Alors, le réchauffement climatique, donc, c'est la trouille, la culpabilisation, mais ça a un autre avantage considérable, c'est que c'est une machine à impôts. C'est une machine à impôts, puis ça va être une machine à faire du travail inutile. Parce que quand vous avez une maison qui n'a pas été construite il y a 6 mois, vous pouvez la reconstruire pour lui mettre des plaques de polystyrène et autres gadgets du même genre, qui ne vont pas vous isoler grand-chose, qui vont vous coûter 10 fois plus cher que tout ce que vous allez économiser en électricité ou en gasoil, mais ça fait du boulot. Donc, monsieur le maire, il peut dire le chômage baisse. En plus, il fait ce qu'il faut pour, mais bon. Bref. Donc, dans la dictature par la peur, le réchauffement climatique, ça présente beaucoup d'avantages. Ça fout la trouille, ça culpabilise et ça rapporte du pognon au gouvernement. Donc, c'est parfait. Et dans un ensemble... Ah oui, alors, le dernier qu'on va nous sortir et qui commence à apparaître en catimini dans les informations, c'est les extraterrestres. Vous avez certainement déjà vu quelque chose à la télévision qui parlait des soucoupes volantes. Les dossiers secrets de la NASA sur les objets volants non identifiés. Ça vient. On verra ce qui se passera dans 6 mois, hein, mais bon. Bref, alors ça permet de prendre des mesures de dressage de la population, c'est-à-dire mettez vos masques, ne manifestez pas, enfin bref, tout le genre de trucs. Voilà. Mais pour que tout ça fonctionne,
il faut quand même passer par un passage obligé qui est la diminution de la liberté, parce que le mondialisme, quand même, ça va essentiellement être une grosse contrainte sur la liberté. Alors, la liberté, c'est, comme dirait un républicain, une question de symbole. Alors, il y a la liberté de la presse, à laquelle on nous fait encore croire, en imaginant, au niveau des gens du gouvernement, que les Français ne se sont pas aperçus que toute la presse dont on disposait était dans les mains de 4 ou 5 milliardaires qui sont, a priori, d'excellents représentants du mondialisme. Enfin bon. Ah, il y a eu Internet. Alors Internet, ça c'est la grosse calamité, parce que là, c'est difficile à traiter. Mais, comme vous l'avez remarqué, l'Europe s'en occupe. Bientôt, on va avoir des contraintes, et alors la grande subtilité des contraintes sur Internet, c'est que ça ne va pas être fait par les États. Les États vont suggérer aux fournisseurs d'accès de faire ça eux-mêmes. En d'autres termes, c'est le gars qui profite par l'argent que ça lui rapporte de son job sur Internet, va être obligé de faire lui-même, pour que ça lui rapporte encore, la censure que le gouvernement n'ose pas ou ne veut pas faire. Enfin bref. Mais alors quand même, les deux grosses cerises sur le gâteau de la contrainte des libertés, c'est tuer l'automobile. Parce que quand même, s'il y a un instrument qui est à l'époque actuelle un instrument symbolique de la liberté, c'est l'automobile. Alors, c'est tellement vrai que j'ai écrit un bouquin sur la question. Le bouquin, il s'appelle « L'autopsie d'un assassinat ». Alors, comme j'ai passé ma vie dans les transports publics, j'ai bien vu comment on s'y prenait pour nettoyer l'automobile, à droite et à gauche, de 36 manières. Donc, le bouquin est divisé en deux parties. Première partie, comment on fait l'assassinat, et deuxième partie, pourquoi on fait l'assassinat. C'est-à-dire, l'assassinat de l'automobile est une condition psychologique indispensable pour tuer la notion de liberté, le symbole de liberté qu'elle représente, et ouvrir la porte à la dictature mondiale. Et puis alors, évidemment, la dernière, c'est la disparition de l'argent liquide qu'on va voir arriver dans 6 mois, 6 ans, j'en sais rien. Ça dépendra des tripes qu'auront nos gouvernants, mais comme ils ne sont pas très courageux, ça va peut-être durer un petit moment quand même. Mais en tout cas, ça va probablement venir un beau jour. Bref, tout ça n'est pas très réjouissant, mais c'est indispensable pour atteindre l'objectif. Alors tout ça repose quand même sur... il y a quelqu'un qui a dit, depuis le début de l'humanité, toutes les guerres ont été des guerres de religion. Par exemple, la deuxième guerre mondiale a été une guerre de religion. Si vous cherchez sur Internet, vous savez qu'Hitler a été élu en mars 1933. Si vous cherchez sur Internet, vous retrouvez une première, je crois que c'est du Sunday Times, d'avril 1933, dont le titre est « Jews declare war to Germany ». Les Juifs déclarent la guerre à l'Allemagne. Hitler était élu depuis 6 semaines. Hein. Bon. Alors après, il y a eu des tas de vicissitudes, mais on ne peut pas dire que ça, c'est pas la preuve que c'était bien une guerre de religion. Bon, enfin bref, pour remonter à quelque chose d'un peu moins terre-à-terre que les dernières guerres, la vision du mondialisme, c'est en fait, même pour les patrons qui veulent réduire l'essentiel de l'humanité à 3 fois rien et à 90% d'esclaves, c'est quand même d'établir une espèce de paradis sur Terre. Et cette notion de paradis sur Terre est quand même diamétralement opposée au paradis ailleurs. On retombe sur le premier paragraphe que je vous ai fait sur la nécessité de détruire les religions en général et le catholicisme en particulier. Et donc, le paradis sur Terre, même s'il n'y a plus que 500 millions d'habitants, ne peut être qu'une dictature. Parce que pour contrôler 500 millions d'habitants avec le peu de gens qui resteront,
ça sera extrêmement difficile. Donc ça sera une dictature, et alors que, grosso modo, du temps où l'humanité avait encore des religions relativement importantes, c'est-à-dire grosso modo des pharaons jusqu'à la Révolution française, il y avait à peu près une liberté normale. Sous Louis XIV, on pouvait faire ce qu'on veut. Depuis la Révolution, c'est moins clair. D'ailleurs, les prisonniers politiques ne remplissaient pas la Bastille le jour de la Révolution, puisque, autant que je me souvienne, on en a trouvé 7. Bon. Donc, il y en a moins qu'aujourd'hui. Bref, donc, d'un côté le paradis sur Terre, d'autre côté le paradis ailleurs, ou dictature versus liberté, ou athéisme versus religion, quelle que soit la religion d'ailleurs. Alors, ça veut dire tout de suite que c'est l'opposition entre une notion du monde, qui est un monde créé, c'est le monde religieux, ou un monde émané, la gnose et la kabbale, dont on parlait tout à l'heure. La différence est fondamentale, parce que dans un monde créé, Dieu crée le dictaphone, ou l'arbre. Dans un monde émané, c'est Dieu qui, de lui-même et hors de lui-même, crée le monde. Mais ça change tout. Parce que dans un monde créé, l'arbre ou le dictaphone n'est pas représentatif de Dieu, puisqu'il ne contient rien de Dieu, tandis que dans un monde émané, c'est-à-dire celui de la gnose et de la kabbale, tout contient un élément de Dieu. Quelqu'un agnostique, normalement, ne doit pas couper un arbre. Et la kabbale, c'est encore pire. Donc, c'est la différence entre donc le monde raisonnable, créé. Là, l'homme, Dieu dit à l'homme, tu te débrouilles et tu réfléchis. Donc l'homme, il se débrouille, il réfléchit, il invente les avions, les centrales nucléaires et les bombes atomiques. Tandis que, de l'autre côté, Dieu étant partout, on est dans le domaine de la chimie et de la magie. Parce qu'il n'y a plus rien de rationnel, parce que dans tout, il y a un élément divin. Donc on ne peut plus rien faire, sinon on touche à l'élément divin. Donc comme on ne peut pas y toucher, on tombe dans la magie et dans tout ce qui tourne autour. C'est pour ça, par exemple, qu'au Moyen-Âge, il y avait des sachants. Il y avait des mages, mais il y avait des sachants. Mais pas beaucoup. Enfin bref. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement important. Et donc, le mondialisme fait partie de cette deuxième partie magique, puisque, évidemment, c'est son origine. Donc, c'est en fait la bataille contre le mondialisme, c'est une bataille métaphysique. En gros, la Genèse contre la gnose, et ou la vérité contre le mensonge, dit d'une manière moins juste, mais plus symbolique. Et donc, l'assassinat d'automobile dont j'ai fait un bouquin, et qui se continue tous les jours, enfin il ne se passe pas de matin sans que vous mettiez les informations où on voit une saloperie pour empêcher les gens d'aller à Paris en voiture, encore il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 jours. L'assassinat d'automobile, c'est ce que j'appelle une métastase du cancer gnostique. C'est-à-dire il y a des tas de décisions symboliques qui contribuent à tuer la liberté, dont l'assassinat d'automobile est une bien visible, qui sont donc le cancer gnostique mondialiste qui s'étend partout. Bon, alors vous allez me dire, tout ça est bien triste. Bon, alors, moi, je pense que ça va se planter. Et ça va se planter à cause d'Aristote. Aristote, 600 ans avant Jésus-Christ, a inventé une notion qui s'appelle l'hubris. L'hubris, c'est l'exagération. Et Aristote a dit que tout ce qui était exagéré ne pourrait pas prospérer. Et je pense que le mondialisme,
se cassera la figure de ses excès. Donc, un jour, il se passera quelque chose. Alors, ne me demandez pas quand, ne me demandez pas sous quelle forme, mais il se passera quelque chose qui fait que ça deviendra intenable. Je pense qu'il y a des probabilités relativement fortes que ça soit un crash financier, pas piqué des hannetons, dans l'Occident. Mais enfin, l'Occident, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, évidemment par contamination, ça foutra l'Afrique en l'air. Je pense que c'est une des hypothèses pas totalement déraisonnables. Mais si vous voulez, la notion de gouvernement mondial d'une population réduite de 90%, c'est tellement déraisonnable que n'importe qui a lu Aristote dit ça ne tient pas debout. Donc il se passera quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je pense que ça viendra du côté de la finance, qui mettra point final à la chose. Et si vous regardez un film, je ne sais pas si vous connaissez un film qui s'appelle Zardoz. C'est un film de Borman qui remonte aux années 80, quelque chose comme ça. C'est un monde dans lequel tout est parfait. Donc c'est le paradis sur Terre, sauf que là ils font dans un satellite où il y a toute l'humanité qui tourne autour de la Terre. Et sur la Terre, il reste quelques olibrius plus ou moins humanoïdes à qui les gens du satellite, l'humanité des satellites, donnent des fusils pour qu'ils s'entretuent sans problème et pas emmerder le monde. Eh bien, à la fin du film, ce sont les gens du bas qui liquident les gens du haut. J'ai fini. Alors. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, j'ai tenu mes 45 minutes. Hein. Cet exposé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà de bon, la gnose et tout ça, c'est tout simplement l'application de la doctrine protestante, en fait, qui s'étend au monde entier? Je ne pensais pas que c'est là. Ah parce que, bah oui, parce que moi je trouve que c'est très anglo-saxon, oui, la alors, vision du monde. Comme on avait droit à 45 minutes, j'ai supprimé un paragraphe. À un moment donné, j'ai dû faire allusion à Calvin, hein, quand j'ai parlé de Strick. Bon. Alors, Luther était un pauvre type. Luther c'était un croyant sincère, mais il n'a pas résisté aux pressions qui ont été exercées sur lui contre Rome. Ah oui, c'est pas que je suis triste, mais j'ai les yeux qui pleurent. Hein. Mon ophtalmo me dit ça depuis 3 ans. Il veut rien faire, il me dit, ne vous plaignez pas, il faut mieux qu'il y ait trop d'eau que pas assez dans ce coin-là. Et il veut rien faire. Alors, de temps en temps, je sors mon mouchoir et je m'essuie les yeux, mais c'est pas que je suis triste, hein, c'est que c'est comme ça depuis 4 ou 5 ans. Bon. Bref, je reviens à mon Luther. Il était notamment en relation avec 2 individus, l'un qui est bien connu, Erasme, donc l'inventeur de l'individualisme, donc l'individualisme de Luther, parce que Luther a inventé l'individualisme sur le plan religieux. Je suis en contact direct avec Dieu. Donc Erasme, bon d'accord, l'éloge de la folie, bon. Et puis un autre qui est moins connu, qui s'appelait Johannes Reuchlin, dont le travail était la diffusion du Talmud dans Europe. Donc, Luther a été fortement influencé par ce qu'on appelle aujourd'hui la synagogue. Bon. Mais, il n'a pas eu... donc, c'est vrai qu'il a été le promoteur de l'individualisme, mais il n'a pas franchi le pas d'annuler l'usure, si vous voulez. Bon, alors, on va faire une parenthèse sur l'usure. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il est écrit qu'un Hébreu ne peut pas prêter d'argent et toucher un intérêt de son prêt à un autre Hébreu. Par contre, il n'est pas du tout écrit qu'il ne peut pas prêter de l'argent à un tartampion quelconque qui n'est pas de la tribu en touchant des intérêts. Bon. L'Ancien Testament
a donné naissance au Nouveau Testament, et l'Église, reprenant cette interdiction de l'usure au sein des Hébreux et l'étendant à tous les chrétiens, a interdit l'usure. Donc, si vous voulez, grosso modo, à partir du 1er, 2e siècle, l'usure a été interdite en Occident, parce que l'Occident était catholique, en gros chrétien. Bon. Luther n'a pas touché à ça. Calvin non plus. Sauf que, comme vous le savez probablement, Calvin, 50 ans après Luther, a inventé dans sa philosophie la prédestination. Donc il n'a pas officiellement interdit, relancé l'usure, mais comme n'importe qui étant prédestiné quant à sa vie éternelle pouvait faire n'importe quoi sur terre et que ça ne changerait rien à sa prédestination, c'est dans le calvinisme que sont nés les banquiers et tous les mecs qui ont commencé à prêter de l'argent aux autres en touchant des intérêts. Donc c'est pour ça que la finance internationale a pris naissance dans tous les pays calvinistes, donc l'Allemagne, les pays du Nord, l'Angleterre, et comme la Révolution est quand même un peu d'origine de ce côté-là, qu'est-ce qui s'est passé le 3 octobre 1789? Il y a eu un décret de la Constituante qui a déclaré que l'usure était réautorisée en France. Si vous recherchez sur Internet, vous tapez « Décret de rétablissement de l'usure du 3 octobre 1789 », vous le trouvez, vous avez le texte. Le texte, il est très court, il fait 5 lignes. Vous savez, c'est le journal officiel, hein, 5 lignes sur une colonne du journal officiel, c'est pas beaucoup. Mais en dessous, c'est marqué « Monsieur l'évêque de je ne sais plus où fait une observation sur le fait que cette décision est contraire aux enseignements de l'Église ». Et le dernier commentaire, la remarque de monsieur l'évêque n'appelle pas de commentaire. Voilà. Donc c'est la Révolution qui a rétabli l'usure. Alors tout à l'heure je vous disais que la Révolution a remplacé Dieu par l'argent, mais c'est un des éléments de ça. Et vous allez le voir sur Internet, hein, 3 octobre 1789. Il y a des fois je l'avais imprimé, mais là je ne l'ai pas pris. J'aurais pu vous le lire. Donc si vous voulez, le protestantisme a quand même été un des éléments majeurs de cette prise en main de l'Occident par l'argent, qui a été officialisé en quelque sorte le 3 octobre 1789 par le rétablissement de l'usure, dont on voit les conséquences aujourd'hui, parce que maintenant on voit les revenus financiers qui croissent et embellissent, et les revenus salariaux. Oh. Pas bien ça. Bon. Je pense savoir qui c'est, il a dû se dire, merde, c'est pas le moment. Et ça n'était pas. Bon, enfin voilà ce que je peux vous dire sur cette histoire, qui montre quand même, effectivement, que l'argent est devenu le dieu à la fin du XVIIIe siècle, et que maintenant, ce n'est plus que Jupiter, c'est tout l'Olympe qui est dirigé par l'argent. Mais le protestantisme y est pour beaucoup. Mais monsieur, on n'avait pas eu, avant les protestants, un certain déjà Jacob Fugger, sur lequel n'aurait jamais été rentré d'Occident, puisqu'il a acheté les voies. Donc, et voir la lettre de Charles Quint, d'ailleurs, la lettre de Charles Quint en disant « Déposer de l'argent qui ne m'a rien donné ». Donc en fait, c'était déjà, tous les petits princes allemands dépendaient déjà... Oui, mais si vous voulez, ces événements auxquels vous faites allusion n'ont pas eu les conséquences ravageuses de Luther et Calvin. Si vous voulez, un événement politique, ça a des conséquences pendant 6 mois, 1 an, 10 ans, 30 ans. Un événement métaphysique, ça a des conséquences qui viennent beaucoup plus tard, mais qui se répercutent beaucoup plus longtemps, pendant beaucoup plus longtemps. Si vous voulez, la naissance du christianisme, ça a eu un effet pendant grosso modo 18 siècles, 18-19 siècles. Et puis maintenant, on va commencer à payer les conséquences de l'athéisme et du remplacement de Dieu par l'argent, parce que pour parler crûment, c'est ça qui s'est passé à la fin du XVIIIe. Et la conséquence ultime du remplacement de Dieu par l'argent, ça va être le mondialisme, si, comme je le pense, ça n'explose pas en cours de route. Vous avez parlé de beaucoup de causes, hein, le wokisme,
tout ce que les dirigeants veulent nous imposer. Il y a un sujet que je pense que vous n'avez pas abordé, c'est l'immigration massive qui est faite sur notamment le continent européen. Ah. Alors, est-ce que ça, pour vous, c'est peut-être l'idée de détruire la classe moyenne pour faire venir des ouvriers Ah non, 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 c'est bien pire que ça. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est une bête qui va leur échapper? Parce qu'il y a beaucoup de psychologie qu'eux ne vont pas respecter. Oui, alors. Ou alors est-ce que c'est un moyen peut-être de redescendre la population d'ici 20 à 30 ans sans utiliser une bombe atomique? Je pense qu'au départ, si vous voulez, ils n'ont pas, les gens qui s'imaginent, les dirigeants du monde n'ont pas pensé à ça il y a 40-50 ans. Le Rockefeller qui a fait son discours en 52, je suis à peu près sûr que c'est donc le père de celui qui est mort il n'y a pas longtemps, je suis à peu près sûr qu'il ne pensait pas à l'immigration. Non, l'immigration c'est venu autrement. C'est venu par le fait que tout industriel normalement constitué trouve que la main-d'œuvre est trop chère. Bon. Donc ils ont commencé, puisqu'on avait un empire colonial qui était non négligeable, à utiliser les gens qui étaient dans l'empire colonial. Ce qui fait qu'on a fait arriver les Africains du Nord et quelques Africains plus équatoriaux. Et ça a donné une masse de main-d'œuvre qui était beaucoup moins chère que les Français. Tout ça dans les années 70, si vous voulez, 70-80. Et puis, quand sont arrivés les présidents de la République à coloration nettement mondialiste, c'est-à-dire en gros à partir de Pompidou, mais Pompidou, il était encore sur une trajectoire, il ne pouvait pas trop faire de choses. Là, les gens ont commencé à comprendre que si on faisait venir beaucoup de gens, ça serait encore mieux pour faire baisser le prix de la main-d'œuvre et que ça pourrait avoir des conséquences intéressantes sur l'unification du monde. Bon, et donc ça a donné les lois sur le regroupement familial, dont je n'ai plus la date en tête, mais c'est dans les années 80, 75-80. Bon, et puis après, une fois que les industriels ont été satisfaits par l'envahissement, enfin, par la baisse de la main-d'œuvre, du coût de la main-d'œuvre qu'avait permis cette immigration, petite parenthèse, vous savez que j'ai travaillé quelque temps à la RATP, à l'intérieur, j'étais responsable du nettoyage qui coûtait grosso modo 400 millions de francs dans les années 90. C'était 99,9% des immigrés qui travaillaient là-dedans. Enfin, pas des illégaux, hein. Des réguliers, bon, pas de problème, mais ça ne coûtait que 400 millions, enfin 4 millions de francs lourds par an pour nettoyer le métro, ce qui était relativement pas cher. Moi j'étais content, hein. Ça aurait été des Français, ça aurait coûté le triple. Donc, bon. Et puis, mais à l'époque, si vous voulez, la notion de mondialisme à travers ça n'était pas encore née. Elle est née beaucoup plus tard. Et c'est né quand le mondialisme a compris que la disparition du sentiment national par l'immigration en Europe, était quelque chose qui allait sérieusement dans son sens. Et c'est là que les vannes se sont ouvertes. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est un très sérieux danger, parce que les gens qui travaillaient à la RATP pour nettoyer le métro il y a 40 ans, ils étaient français comme vous et moi. Ils étaient un peu bronzés, mais ils étaient français comme vous et moi. Il n'y avait pas de problème. Ils parlaient français comme tout le monde, ils réagissaient comme tout le monde, avec leur contremaître et quelquefois avec eux, on allait prendre un coup au bistrot du coin. C'était des vrais Français. Maintenant, je suis moins sûr. Et donc si vous voulez, cette notion d'affaiblissement de la nation à travers l'augmentation d'une immigration non assimilée, à mon avis, c'est une notion qui a pris naissance aux environs des années 2000. Parce que moi, si vous voulez, qui ai donc beaucoup fréquenté des immigrés, parce que j'en avais quand même quelques-uns, quelques centaines qui travaillaient dans ce que je contrôlais, il n'y avait aucun problème, ils auraient pu être assis là et discuter comme vous et moi des choses de la politique du jour.
Maintenant, c'est plus les mêmes. Donc je pense qu'effectivement, il y a une 20-30 ans, il y a des gens qui ont pensé que ça serait un moyen politique d'aider le mondialisme, donc d'aider la disparition des nations, alors qu'avant, moi j'ai connu ce phénomène-là, mais sur un plan strictement économique, si vous voulez. Et aujourd'hui, c'est sûr que c'est un poison hyper toxique. Donc ce serait une évolution de leur vision. Ah ben non, c'est le mondialisme qui évolue, si vous voulez. Le mondialisme qu'évoquait Rockefeller en 1952, c'était un concept métaphysique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il faut le temps que ça s'implante. 1952, c'était il y a 70 ans. Donc, les gens qui sont en faveur de cette théorie politique qu'est le mondialisme, et je reviens à ce que je disais au début, c'est une théorie politique, c'est pas un événement du Saint-Esprit ou de la technologie. C'est une théorie politique, et petit à petit, ils constatent dans les événements du quotidien et de la technique ce qui peut leur être utile. L'économie a imposé une émigration pour faire baisser les salaires, et à un moment donné, que je situe dans les années 2000, le mondialisme s'est dit on va utiliser ça pour marquer un point dans notre vision politique du monde qui contribue à détruire qui consiste à détruire les nations. Moi je mets ça aux environs des années 2000. Mais honnêtement, quand j'avais affaire à des centaines d'immigrés, donc d'Afrique, il n'y avait rien de tout ça. À cette époque-là, il y avait encore une bonne école, une image de la la France. Non, mais c'était bien. Si vous voulez, ces gens-là étaient comme nous, sauf qu'ils balayaient le métro au lieu de faire autre chose. Parce que ça avait commencé, ça a commencé avant que j'arrive, ça a continué après que je sois parti. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est consubstantiel, justement, cette vision du mondialisme qui ne connaît pas les nations, en fait, qui n'intègre pas le fait national, encore moins culturel, bien sûr. Ah oui, non, mais... Et l'hubris, ben voilà, c'est peut-être une belle voie de non, mais c'est ça qui conduira à l'anéantissement de cette vision politique qui est vouée à l'échec. Est-ce que vous pensez que ce phénomène de mondialisme ne concerne que, en gros, ce qu'on appelle l'Occident, l'Europe occidentale, les États-Unis, etc., ou est-ce que le virus touche d'autres pays, d'autres grands pays, comme par exemple la Russie? Alors, je pense que c'est pas tout à fait le même mondialisme. Si vous voulez, je pense que les Chinois... Bon, alors, ce que j'ai décrit, ça concerne effectivement fondamentalement l'Occident et l'Afrique, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, une dépendance de l'Occident. Et l'Amérique du Sud, bien sûr. Je pense que les autres regardent ça avec intérêt en attendant que ça se plante. Et quand l'Occident aura suffisamment... comment dirais-je, on aura suffisamment bavé de ces conneries, là, on verra apparaître des idées sur le monde multipolaire qui n'est pas tout à fait en dehors des discours de Poutine, si vous en avez écouté il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, je pense que les Chinois et les Russes, qui ne s'entendent pas si mal malgré tout, et malgré la Sibérie, et malgré tout, parce que ils ont compris qu'ils avaient intérêt à bien s'entendre, du moins pour un certain temps. Ils attendent tranquillement, ce sont des gens qui ont la sérénité, surtout les Chinois, mais les Russes aussi un peu, ils attendent tranquillement de voir dans quel état on va sortir de toutes nos conneries. Parce qu'il est évident qu'une France où il y aurait, comme c'est prévu en 2050, 50% de gens d'origine africaine, ah ben ça sera facile de se la mettre dans la poche sans envoyer les blindés. Et en Amérique, où l'Amérique du Sud passe la frontière des États-Unis et du Mexique, parce que Trump avait commencé à construire une barrière infranchissable que M. Biden s'est empressé d'arrêter, ben, je suis désolé, mais les Américains, quand ils auront la moitié de leur population qui viendra du Mexique, du Guatemala, ou du fin fond de l'Amazonie, ça ne sera plus tout à fait les mêmes Américains. Donc je pense que les Russes et les Chinois attendent tranquillement
les uns avec leur saké, enfin pas avec leur saké, avec leur bol de riz et les autres avec leur verre de vodka, de voir comment ça va tourner parce qu'ils savent que ça va mal tourner. Donc ils attendent. Et après, quand on sera dans un état de décapilotade avancé, ils diront, bon bah écoutez, maintenant, il faut faire quelque chose tous ensemble. Alors l'Occident, vous avez un pion là, nous les Russes, on est un pion ici, les Chinois un pion là. On fait le triumvirat et puis on se met d'accord tous ensemble pour diriger la planète pour le reste. Voilà. Ils attendent leur heure. Que pensez-vous du rôle de l'extrême gauche dans tout ça? L'extrême gauche, c'est quoi ça? Bon, mais attendez, l'extrême gauche, bon. Mélenchon qu'on vient de bataillon, comme disait Staline du pape. Hein. De toute façon, l'extrême gauche, elle est coincée. Elle est dans une impasse, une double impasse. Philosophiquement, l'extrême gauche ne peut être que mondialiste. Bon. Sauf que, matériellement, les gens qui votent pour elle, c'est pas les salaires les plus élevés. Donc elle a un souci existentiel, parce que les gens qui votent pour l'extrême gauche, ils ont beaucoup plus de soucis avec leur salaire qu'avec des idées à la con qu'ils ne comprennent même pas. Enfin, qu'ils ne comprennent pas ou qui ne sont pas leurs préoccupations majeures. Donc Mélenchon, il est dans une situation schizophrénique. Philosophiquement, il voudrait effectivement faire un pas vers le mondialisme, mais politiquement, il ne peut pas parce qu'il est coincé par des revendications sociales. Donc je ne vois pas comment il en sort. Mais en tout cas, ce n'est pas une situation qui est une autoroute vers l'avenir. Hein. Enfin, je vois ça comme ça. Hein. Ceci étant, je ne suis pas un politique, hein. Je ne suis pas un politicien. Moi, j'ai vu des choses, je réfléchis sur les choses, mais bon, je ne suis pas de politique. Pas d'autres questions? Bon, écoutez, on va passer au repas alors. Merci à vous.